J'ai choisi l'humour parce que j'aime apporter le sourire aux gens. Où je me suis sentie à ma place quand enfin on a reconnu que j'étais d'ici. Se moquer, non, mais quand c'est fait avec amour et bienveillance, ça passe. Bienvenue dans le Life Stories, le podcast à la croisée des destins. Aujourd'hui, on reçoit sur notre plateau Samia Orozman. Salut Samia. Salut. Merci d'être là. Merci à toi. Ça me fait plaisir de te voir. Écoute, plaisir partagé, je suis ravie. Franchement, t'es souriante. C'est les nouvelles dents que j'ai achetées, il faut les rentabiliser. Je dis jusqu'à la mort, vous allez me voir comme ça. Je trouve que t'es vachement honnête. Enfin, là, on a discuté un peu avant le tournage, tu m'as dit des choses très cash. En fait, je sais pas faire semblant. C'est bizarre pour une comédienne. Je sais jouer des personnages, mais quand je joue mes personnages, je deviens mes personnages. Acteur, studio. Mais oui. Mais je sais pas faire semblant. J'essaye d'être le plus vrai que possible. Et la solidarité, c'est important pour toi? Je te suis un peu sur les réseaux sociaux, en ça fait, fait partie de... C'est mon leitmotiv. J'ai choisi l'humour parce que j'aime apporter le sourire aux gens. Et en fait, le seul objectif de ma vie, c'est essayer de rendre les autres heureux. Donc, je pense que c'est ancré dans moi. Je ne sais pas faire autrement, en fait. Je suis heureuse que si je vois les autres heureux. Mais même dans l'humour, il y a grave une notion de partage, en vrai. Il y a plein de questionnements autour de l'humour. Tu sais, l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Et pour toi, ça a quelle place vraiment, en tout cas dans l'humanitaire, l'humour? Parce qu'il y a le côté... on peut pas vraiment se moquer, par exemple... Non, se moquer, non. Non. Se moquer, non, mais quand c'est fait avec amour et bienveillance, ça passe. C'est ça la nuance, en fait. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Ils disent « Ouais, pourquoi toi, tu peux te permettre de faire ça ?» Et puis d'autres, ça passe pas. Peut-être parce que moi, je le fais avec amour et bienveillance et que l'autre est là pour se moquer ou pour singer. Et c'est là toute la nuance, en réalité. Et la subtilité, les gens l'aperçoivent quand ils sont concernés. Moi, j'ai déjà eu des gens qui viennent me voir, par exemple, des Indiens qui me disent « Mais pourquoi tu parles pas de nous dans tes spectacles ?» Ou des Asiatiques. Je dis « Parce que je vous connais pas. Et si je dois faire quelque chose qui n'est pas juste ou pas bien fait, ça va passer pour de la moquerie. Et dans ces cas-là, je préfère même pas essayer. C'est tout. Moi, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai fréquenté, de ce que j'ai côtoyé. Et donc, souvent, on me demande est-ce que j'ai vécu en Afrique, par exemple. Et je dis oui. On me dit ah ouais, où ça? Je dis dans le 9-3. Et en fait, on était entre nous, entre enfants d'immigrés issus de l'Afrique en général. Et donc, c'est comme ça, c'est en découvrant tous ces gens-là que j'ai réussi à les imiter et que ces gens-là ne le prennent pas mal parce qu'ils voient que ça a été fait avec le plus de justesse possible. Ouais, c'est un humour, comme on a dit, qui dit « je te comprends ». Voilà. Je me mets dans ta peau. Et tu penses que, du coup, comme on a dit, il y a beaucoup cette notion de partage dans l'humour. Tu penses que c'est important aussi, tu sais, l'humanitaire et de toute façon l'engagement social, c'est quelque chose qui peut très vite devenir super anxiogène. Tu penses qu'il y a besoin d'humour, que c'est un peu le moteur? Parce que moi, je me suis rendu compte, quand on va faire par exemple des maraudes, on rigole toute la soirée. Parce que si on rigole pas, en fait, on tombe en dépression. Clairement. En fait, Boris Vian disait que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et moi, je suis convaincue que c'est la soupape pour ne pas péter les plombs. Dans les situations les plus extrêmes, dans les situations les plus douloureuses que j'ai rencontrées, il a fallu une blague pour dédramatiser et pour rire. D'ailleurs, on dit que le fou rire arrive toujours près de la tête du défunt. Et chez nous, c'est vrai, dans les enterrements, le dernier jour, le 3e jour, le moment où il y a un partage et qu'on fait une aumône, on organise un grand repas et on fait une aumône, c'est ce jour-là où enfin on se détend et on explose de rire pour tout et n'importe quoi. Et on a tellement pleuré pendant les 3 jours que le dernier jour, il faut qu'on libère ça. Et donc généralement, il y a des fous rires qui arrivent le 3e jour et puis les gens qui passent se disent « mais on dirait pas que c'est un enterrement ». Bah oui, parce qu'on a tellement pleuré qu'il fallait contrebalancer. Et peut-être que le rire, il arrive là comme une espèce de miséricorde pour apaiser nos cœurs. Pour parler un peu du coup de ton humour, de ton type de blague et surtout des thématiques avec lesquelles tu t'es fait connaître, t'as parlé d'un sujet qui était un peu invisibilisé, je trouve, c'est ce racisme noir-arabe. Je saurais pas expliquer, mais ça découle un peu d'un manque de connaissance de l'autre. Et en fait, t'es arrivée et t'étais une des premières qui parlait de ça. Et en réalité, t'as fait du bien à énormément de femmes. Tu devais vraiment peut-être être la seule qui a débarqué avec ces thématiques-là. En mode, mais parce qu'on parle de racisme, pourquoi tu nous parles de deux populations qui subissent le racisme? Tu vois, il y a un peu un côté incompréhension quand on le vit pas. On est tous le raciste de quelqu'un. Et moi, je me souviens que mes parents, paix à leur âme, ils étaient même racistes envers les Maghrébins ou même les Tunisiens, parce que je suis tunisienne, qui n'étaient pas de la même région. Donc, essaye d'imaginer. Les parents ont quitté leur île natale de Djerba pour venir en France. Et ils veulent que tu trouves un Tunisien de Djerba, si possible, pas très loin de ton village. J'ai dit, mais quoi, l'objectif, c'est de faire des enfants consanguins, tu veux quoi? Et en fait,
Moi, j'ai essayé de leur expliquer. Je leur ai dit, mais tu peux pas quitter ton pays et arriver en France et vouloir absolument que je trouve quelqu'un de chez moi. Les gens qui sont chez moi, ils n'ont pas trouvé quelqu'un de chez eux parce que ça s'est mélangé déjà là-bas. Donc tu peux pas, moi, exiger ça. Et quand je rencontre quelqu'un, je vais pas lui dire, attends. T'es de quelle origine ? D'où exactement ? De Djerba, t'es sûr ? C'est quoi ton nom de famille ? Attends 2 secondes. J'appelle pour vérification avec le FBI djerbien pour vérifier si ton nom de famille, c'est bien des Djerbiens et si ta famille, elle est bien ou pas. Mais non, tu peux pas faire ça. Et donc, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour leur faire comprendre et accepter que je puisse faire mes propres choix. Même religieusement. Je leur ai dit, vous n'avez même pas cet argument-là. Parce que le garçon, il est converti à l'islam. Donc vous pouvez même pas me dire, voilà, il est pas musulman, donc tu peux pas construire ta vie avec lui. Je dis, voilà, Dieu dans le Coran, il écrit, je vous ai créé de plusieurs peuples pour que vous vous entreconnaissiez, pas pour qu'on s'isole entre nous. Je dis, maintenant, quand le bon Dieu l'a mis dans ce corps, il lui a pas dit, je te mets chez qui ? Les Noirs, les Blancs, qu'est-ce que tu choisis ? Les Arabes ? Non, il n'a pas choisi. J'ai dit, maintenant, qui vous êtes-vous pour considérer que vous êtes meilleur que lui parce qu'on n'a pas la même couleur ? Je les ai fait péter les plombs, si tu savais. J'ai tout essayé, tous les subterfuges possibles et imaginables. Moi, je me rappellerai toujours. Il y a une de mes sœurs qui s'est mariée avec un gars de chez nous, un Tunisien de Djerba, de la famille. En 5 minutes, l'histoire était bouclée. On n'a pas demandé est-ce que tu pries, est-ce que tu es un fils de bonne famille, qu'est-ce que tu fais comme travail. Tunisien de Djerba, marhaba. Ce jour-là, j'étais à côté de mon père, je lui dis, papa, je peux te poser une question ? Il me dit oui. Je dis, le prophète, que la paix soit sur lui, il était de quelle origine ? Il me dit, il venait d'Arabie Saoudite, ils savent pas ça ? Je dis oui, je sais. Non, il me dit, il était arabe. Je dis oui, mais d'où ? Il me dit, d'Arabie Saoudite. Pourquoi tu sais pas ? Je dis, ah, d'accord. Alors, il n'était pas tunisien de Djerba comme nous. Il me dit, non. Je dis, ah, ok. Donc, ça veut dire que si on vivait à son époque et que par le plus grand des miracles, il avait voulu m'épouser, tu aurais dit non parce qu'il n'est pas tunisien de Djerba comme nous. C'est comme ça, tu parles des prophètes. Je dis, pourquoi tu t'énerves ? Moi, j'ai suivi ta logique. Il y a un musulman pratiquant qui veut demander ma main, puis tu veux pas de lui parce qu'il n'est pas de chez nous. Peut-être que le prophète lui-même, tu l'aurais refusé. Puis moi, je m'en fous, marie-toi même avec un singe si tu veux. C'est parce que toi, tu comprends pas. Et en fait, je le mettais face à son incohérence. Ouais. Et du coup, c'est avec ces arguments-là que j'ai réussi petit à petit à les convaincre au moins d'accepter de le rencontrer. Et quand ils l'ont rencontré, il est tout de suite entré dans leur cœur parce qu'ils ont vu que c'était une belle personne. Les parents, ils sont pas méchants. Et c'est pas pour nous pourrir la vie qu'ils font ça. C'est parce que comme ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur culture et leur tradition pour venir dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur que si on se marie avec des gens qui sont pas de chez nous, on oublie nos racines, notre culture et notre héritage. Sauf que c'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, je suis celle de toutes mes sœurs, peut-être, qui est le plus attachée au pays de mes racines. Pourtant, je suis pas mariée avec quelqu'un de chez moi. Ça a eu l'effet contraire, en fait. C'est que vraiment, je vais, dès que je peux, sur l'île de Djerba, j'essaie d'entretenir l'héritage de mes parents, j'essaie de faire en sorte que la maison soit toujours là, j'essaie de garder contact et lien avec les gens du village, parce que pour moi, c'est important, c'est mes racines, c'est ma culture, et c'est pas parce que je suis mariée avec quelqu'un qui a rien à voir avec la mienne que je vais oublier d'où je viens. Tu viens de Djerba, mais tu viens aussi du 9-3, tu as grandi dans un milieu super cosmopolite, et en fait, je me demandais, du coup... Forcément, t'as beaucoup plus d'expérience dans la vie que moi. Et moi, je commence à me rendre compte que j'ai l'impression que tout le monde passe par une crise identitaire. Il y a toujours... En fait, on vit tellement dans un lieu... Un peu, tu vois, quand on regarde le monde, quand même, on se dit, il y a très peu de lieux, en réalité, autant mélangés que la banlieue parisienne. C'est une chance. C'est une richesse. Sauf que d'un côté, il y a un côté où on passe un peu par une crise identitaire. On est tellement entouré de plein d'identités qu'on cherche un peu, mais moi, je suis qui, je suis quoi ? Et c'est dur de se dire que, en fait, être issu des quartiers populaires, de la banlieue, etc., c'est déjà une identité. Et du coup, j'ai ce sentiment où je me dis, tout le monde passe par une crise identitaire. Est-ce que toi, t'es déjà passé par une crise identitaire ? Peut-être, j'avais un besoin d'avoir une appartenance. En fait, moi, je suis née à Paris, puis ensuite, on est parti vivre dans le 93, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai grandi avec des gens de toutes les cultures et tous les horizons. Et en fait, quand on allait au pays, pendant l'été, on nous considérait comme des Français. Et quand j'étais chez moi, quand j'étais en France, on nous considérait comme des Arabes. Et en fait, ta place, finalement, elle est ni ici ni là-bas, parce que où que tu ailles, tu ne viens pas de là. On te dit, c'est l'Arabe, rentrez chez vous. Et puis tu arrives là-bas, on dit, bonjour la France, ça va ? Tu dis, mais quelle France ? De quoi tu parles ? Là-bas, je ne suis pas chez moi. Ici, je ne suis pas chez moi. Je vais où ? Sur la mer, je me trouve un endroit et puis je m'installe. On est beaucoup à dire ça, entre la deuxième génération d'immigrés, les enfants d'immigrés. Et en fait, je pense que la première fois où je me suis sentie à ma place, c'est quand enfin on a reconnu que j'étais d'ici. Par exemple, quand je suis passée à la télévision tunisienne, la première fois,
les gens qui me croisaient dans la rue, ils me disaient « Bonjour la Djerbienne, ça va ?» Et j'ai dit « Waouh, enfin, on m'a reconnue comme étant d'ici. » Donc ça m'a fait du bien d'être considérée comme tunisienne de Djerba, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis les fois où, par exemple, ici, on m'a valorisée en tant que française, ça m'a fait du bien aussi. Par exemple, il y a un magazine Vanity Fair qui a fait le classement des 50 Français les plus influents au monde. Et ils m'ont mis dedans. Moi-même, j'étais choquée, je ne sais pas pourquoi, elle ne me demande pas. Et ma petite sœur, elle m'appelle, elle me dit « Psahtek, 48e sur 50 ». J'ai dit « Écoute-moi bien, rien que le fait d'avoir été considérée française, déjà, j'étais contente. » Et en fait, c'est vrai, on m'a considérée française. Et quand je vais dans d'autres pays, par exemple les pays anglo-saxons, quand je vais au Canada, on me dit « Ah, ça va, donc toi, t'es française ». Parce qu'on entend mon accent et que pour eux, je suis française. Donc, les fois où d'autres personnes ont validé d'où je venais, c'est ça qui m'a réconfortée. Maintenant, j'ai décidé de ne plus choisir. En fait, à une époque, je disais « Non, je ne suis pas d'ici, je suis de là-bas. Non, je ne suis pas de là-bas, je suis d'ici. » Et puis finalement, je me dis « Non, en fait, que je le veuille ou non, je suis un mélange des deux. Je suis franco-tunisienne. Parce que je le veuille ou non, je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai une culture française. J'essaye de parler un français parfait, correct au moins. Et puis, quoi qu'il arrive, je suis tunisienne parce que, regarde-moi, je suis tunisienne. Donc je suis les deux. Et j'ai décidé de ne pas choisir, ni entre l'un ni entre l'autre. Je suis les deux, c'est tout. J'allais dire, on est de deux générations un peu différentes, dans la mesure où moi, je viens de la Gen Z. Et la Gen Z, on est connu pour être un peu dur. C'est-à-dire que quand on va voir des humoristes, on va très vite vouloir les boycotts, très vite vouloir, tu vois, et je me demande... Pourquoi vous êtes énervés comme ça? Il y a du sang algérien dans vous? On est énervés. En fait, on est énervés, et je me demande, tu vois, si toi, t'étais arrivé maintenant, avec ton humour, est-ce qu'on l'aurait compris? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme je te l'ai déjà dit, il y a un mélange, en fait, il y a un truc un peu bizarre, où les humoristes, ils doivent être drôles partout, on les juge sur ce qu'ils sont, et on a du mal à faire la différence entre « je me moque de toi » et je te comprends. Et par méfiance, tu sais, parce que franchement, ça sort pas de nulle part. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça? Comment tu arrives à essayer de te faire comprendre par rapport à la nouvelle génération, etc. Je pense qu'ils le ressentent. Les gens savent quand on se moque d'eux ou quand on est sincère. Et ce que tu représentes, c'est aussi ce que tu véhicules au quotidien. Quand tu vois que la personne, elle se considère comme africaine à part entière, que c'est son identité, que tous les jours elle est habillée en wax même s'il n'y a pas de spectacle, qu'elle côtoie les gens de partout, qu'elle vit un peu partout, finalement je pense que la méfiance elle s'estompe toute seule. Les gens savent, tu peux pas faire semblant en réalité, on ressent les choses. Et Dieu merci, j'ai rarement eu ce problème. Peut-être parce que, je sais pas, comme c'est fait avec beaucoup de bienveillance et d'amour, les gens savent. Et du coup, quel que soit le pays où je vais jouer, il y a toujours des gens dans la rue qui me reconnaissent et qui me disent « Merci, tu nous fais du bien. Tu parles de nous, tu fais découvrir notre culture. » Parce qu'il y a aussi ça, par exemple, quand je suis allée jouer au Mali, j'ai porté la tenue traditionnelle de chez eux. Quand je suis allée jouer au Maroc, j'ai fait pareil, j'ai porté la tenue des Sahraouiyettes, ou là j'ai porté la djellaba maghrebiya. Quand je vais en Tunisie, je porte la tenue de chez eux aussi. J'essaie de mettre à l'honneur les cultures de chacun, en plus de la mienne. Et je pense que l'air de rien, ça fait du bien. Puis ça montre que tu fais un effort d'intégration aussi quand tu vas là-bas. Quand je vais à Abidjan, quand je suis restée bloquée 2 mois et demi à Abidjan, j'ai commencé à avoir des tics de langage de chez eux. Et du coup, les gens me disent « Ah, mais donc tu es ivoirienne, tu es des chenous toi aussi ?» Et puis ils se mettent à parler comme ça avec moi. Je dis non, mais en fait, juste je suis restée longtemps avec vous, c'est tout. Et que tu le veuilles ou non, tu es imprégné des gens qui t'entourent, finalement. Tu vas vraiment arriver en tant que... C'est cliché, mais en tant qu'enfant du monde. Tu es vraiment là pour vraiment rentrer dans la culture et pas imposer ta vision de la culture. J'essaye, je sais pas quoi te dire, mais moi j'aime découvrir justement différentes cultures. J'aime découvrir même la culture culinaire. J'aime découvrir de nouveaux plats. Et puis j'aime les faire découvrir aux gens qui me suivent aussi. Les gens me disent mais merci parce que quand tu voyages, tu nous fais voyager avec toi. Par exemple le mois dernier j'ai fait le Congo et le Rwanda, une semaine là, une semaine l'autre. Et puis j'ai montré un petit peu la cuisine qu'on m'a fait découvrir, les endroits, la beauté des paysages, la manière de parler, de s'habiller. J'ai porté la tenue de chez eux, j'ai porté le mouchanana au Rwanda, et puis au Congo, j'ai porté certains wax qu'ils avaient là-bas. Et du coup, les gens, ils ont l'impression de voyager avec moi. Et c'est super beau quand tu as quelqu'un qui t'écrit en disant « Moi, je suis sur un lit d'hôpital, je peux pas bouger. Mais quand je te regarde, tu m'emmènes avec toi. » Et du coup, ça t'encourage davantage à continuer de filmer, même si moi, c'est pas mon truc à la base, tu vois, les réseaux sociaux. Mais je fais l'effort parce que je sais que ça fait du bien à d'autres personnes.
Est-ce que c'est une charge mentale? Les réseaux sociaux, c'est pas facile, c'est un truc qui te suit tout le temps. Est-ce que c'est un peu... Moi, je trouve que c'est difficile dans le sens où si tu passes ton temps à filmer, tu ne vis plus. Et il faut trouver un juste milieu entre les deux. Donc, j'essaie de faire de mon mieux pour filmer autant que je peux et emmener les gens avec moi et raconter des bêtises pour les faire rire. Mais poster régulièrement une vidéo drôle, j'ai encore du mal à le faire. J'ai essayé pendant un temps, là, pendant juste l'été. Je faisais ça tous les 2 jours, je postais une vidéo. Et après, j'ai eu un souci, mon mari a eu des problèmes de santé, j'ai dû rentrer en urgence. Et là, du coup, j'ai eu un petit stop. Mais j'aimerais bien être plus régulière sur les réseaux sociaux. Mais c'est compliqué. Tu vois, il y a des trucs où je comprends pas. Par exemple, tout à l'heure, tu me parlais de la trend TikTok. Moi, TikTok, je suis à l'ouest. Tu vois, je pense que chaque réseau, il est adapté en fonction de l'âge. Moi, je fais partie des baby-boomers, tu vois, les quarantenaires. Nous, c'est Facebook. On est encore à l'époque de Facebook. Mais je me suis mis à Instagram, et là, ça va. Instagram, je commence un peu plus. Mais pour moi, Instagram, c'est surtout pour des Instagrammeuses qui veulent se montrer dans des jolies tenues, des jolis espaces, tu vois. TikTok, je comprends pas. J'arrive pas. Je sais que c'est la jeune génération. C'est un nouveau tournant, hein. Ouais. Twitter, c'est la planète des méchants, ça on le sait. Ah non, j'aime pas. Twitter, c'est la planète des méchants, ils passent leur temps à insulter tout le monde. Mais TikTok, je sais pas ce que c'est que la cible, je sais que c'est beaucoup les jeunes, parce qu'il y a plein de petits que je rencontre qui disent « Ah, je t'ai vu sur TikTok », comme si on t'avait dit « je t'ai vu à la télé ». Tu vois, c'est la nouvelle télé des jeunes. Mais je sais pas comment ça marche. Tu fais une vidéo, il y a 150 000 vues, t'en fais une autre, il y a 600 vues. Et tu te dis, mais... C'est quoi le concept? Oui, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. Donc j'essaye de temps en temps, mais j'ai encore du mal. Ouais, moi, je suis depuis peu sur TikTok, et je t'avoue que TikTok, c'est une charge mentale, parce que l'algorithme, il est super différent. L'algorithme, c'est... je sais pas, déjà, ça te met dans un microcosme. En fait, ça m'a enfermée dans un truc où je suis qu'avec des personnes qui font le même type de contenu que moi. Du coup, il y a le truc de voler des idées de contenu, tout ça. Enfin, un truc un peu malsain que j'aime pas. Il faut s'adapter à l'algorithme, que j'aime pas nécessairement non plus. Donc, en vrai, la charge mentale, je l'avais pas sentie sur Instagram. Parce que je suis une Instagrammeuse, moi aussi. J'avais pas senti sur Instagram, mais c'est vrai que je la sens un peu sur TikTok. Il y a le côté où on doit s'adapter à un public... Tu sais, c'est pas le public qui te regarde parce qu'il aime bien ce que t'es, ce que tu fais. Non, il tombe sur toi par hasard. Et tu t'adaptes. Tu dois sortir la phrase, le truc qui va faire qu'il va s'accrocher à ton contenu. J'allais dire, t'as parlé de Twitter, la planète des méchants. Il y a beaucoup d'humoristes sur Twitter, je trouve. Les humoristes, je sais pas, moi j'ai arrêté, j'ai enlevé de mon téléphone. T'as enlevé? D'accord, j'ai vu que tous les gens qui me marquaient, c'était pour dire des sales. Je me dis, mais pourquoi je vais faire ça? Mais non, allez, débrouillez-vous entre vous. Insultez-moi tant que vous voulez, je suis pas au courant. C'est mieux. C'est malsain. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent de Twitter. Par exemple, je sais pas si tu connais, par exemple, Léna Situation. Oui, j'ai vu qu'elle avait eu sa statue dans le musée Grévin. Ouais. Et elle, ça faisait couler de l'encre. Il y a des gens qui disent, oui, elle a rien fait, mais elle a fait plus que toi, puisqu'elle a lié et pas toi. C'est pour ça que t'es en colère. Elles savent qu'à chacun de leurs pas, elles vont se prendre une sauce. Mais c'est bien, ça fait parler d'elle. Ça fait parler d'elle. Et je trouve que Léna Situation, elle est intelligente. Parce que sur la... Je sais pas si t'as vu sa tenue sur le musée Grévin. C'est une tenue de sa marque. C'est ça qui est intelligent. Même pas qu'elle avait une marque. Vu qu'elle savait qu'elle allait se mettre dans la sauce, elle a mis une tenue de sa marque. Et de toute façon, ça donne de la visibilité. C'est super intelligent de toute façon. Bien sûr. Moi, je suis grave admirative. Mais il y a des gens de ma génération ou de celle d'avant qui ont du mal à accepter que le monde change et que les codes d'aujourd'hui soient pas les mêmes que ceux de l'époque. Tu sais, nous-mêmes, quand on avait votre âge, on disait non, mais de toute façon, les autres, ils comprennent rien. Et bien aujourd'hui, c'est vous qui comprenez rien. Moi, je le dis pas. Tu vois? Parce que je comprends qu'on puisse évoluer et changer. Comme les coupes de cheveux des garçons qui ont des cheveux bouclés, alors que nous, à notre époque, ils avaient les cheveux courts, tu vois. En fait, le monde change, l'époque change. Et si tu as des gens, des millions de personnes qui suivent cette fille-là parce qu'ils reconnaissent quelque chose en elle qui leur fait du bien, bah faut accepter, en fait, que ça rentre pas dans tes critères à toi, que toi, tu ne comprends pas parce que tu es has-been, mais que elle représente beaucoup pour des gens. Et elle a sa place autant que les artistes que toi, tu suis en réalité. Tu vois, qui tu es toi finalement pour dire non, elle a pas sa place. S'ils lui ont donné une place, c'est qu'ils savent pourquoi. Elle fait venir du monde. Il y a des gens qui vont acheter leur ticket au musée Grévin juste pour aller la regarder. T'es pas mal à aller sur le terrain. Mais en fait, j'ai l'impression, est-ce que tu vas sur le terrain vraiment en mode humanitaire ou de toute façon t'y es t'étais dans la découverte. Enfin, j'ai l'impression à t'écouter, c'est ton quotidien en fait d'aller sur le terrain rencontrer les gens. J'aime rencontrer les gens. Et je le fais déjà de par mon métier. Et après, c'est un petit plus d'être allée avec Life. Moi, quand on m'a proposé de participer il y a 8 ans, la première fois, en fait, c'était comme une évidence parce que je connaissais le fondateur de Life. Et quand il me parlait de ce qu'il voulait monter,
Il disait, ouais, je voudrais forer des puits, construire des écoles, aider les gens à l'autonomie, etc. Je dis, oui, bien sûr, moi aussi, je vais rouler en Lamborghini, j'aurai une baraque. Je dis, mais oui, bien sûr. Et puis 20 ans plus tard, tu vois que le gars, il a fait ce qu'il a dit et qu'il intervient dans 42 pays à travers le monde. Et là, tu dis, waouh, il avait raison d'avoir de l'ambition. Et donc, quand on m'a proposé de participer, je dis, mais bien sûr, je connais le fondateur, je sais quelles sont ses intentions. J'ai aucun doute sur son honnêteté et sur le travail qu'il a fourni. Donc, bien sûr, je viens. Donc, la première année, je suis allée au Mali. Et là, tu vois, justement, dans les commentaires, il y a des gens qui ont écrit « Ah ouais, quand tu vas dans les pays du Maghreb, tu montres le luxe, mais quand tu viens chez nous, en Afrique subsaharienne, tu montres la misère. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Je suis en mission humanitaire, je ne suis pas là dans le cadre d'un festival. » Donc du coup, l'année d'après, on m'a demandé où je voulais aller. J'ai dit « Non, je ne veux plus aller chez les Noirs, je veux aller chez quelqu'un d'autre maintenant. Comme ça, on va montrer qu'il y a la misère partout. » Puisque c'est ça les commentaires que je reçois. Donc l'année d'après, on m'a dit « Tu vas aller où ?» Je dis « Voilà. » Ils m'ont dit « Le Liban, ça te dit ?» Je dis « Ok. » Donc je suis allée au Liban, à la frontière syrienne. Et l'année d'après, je crois qu'on a fait le Sénégal. Et en fait, chaque année, on a fait des pays différents pour montrer qu'en réalité, Life intervient partout à travers le monde, partout où c'est possible. Et je suis allée aussi en Inde avec eux pour montrer les puits qu'ils ont forés en hommage à mes parents. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Quand j'ai perdu mon papa, paix à son âme, Life a fait un truc incroyable. Ils ont décidé de lancer une cagnotte pour dire, voilà, si vous voulez soutenir Samia dans son deuil, on voudrait forer un puits en hommage à son papa. Et il y a eu tellement de gens qui ont participé. Déjà, les messages étaient magnifiques en disant « Mais merci de nous donner la possibilité de lui témoigner de notre amour. » Ça, c'est... Je crois que j'ai plus pleuré pour ça que pour mon père qui était mort. Et en fait, il y a eu tellement d'argent récolté qu'on a pu forer un puits en hommage à mon papa, mais on a pu aussi commencer un puits en hommage à ma maman. Et avec mes sœurs et des cousines qui ont perdu leur père, on a rajouté et on a fait un puits pour eux deux. Et du coup, je suis allée sur le terrain pour montrer le puits qui avait construit en hommage à mon père, qui était là depuis 2 ans, et le puits qui allait être inauguré en hommage à ma maman. Et en fait, c'est impressionnant. Quand tu prends l'avion, tu prends la voiture, tu marches, tu arrives au fin fond d'un village paumé en Inde, et là, au sol, tu vois une pierre où il y a marqué le nom de ton papa. Et en fait, tu te dis, normalement, la pierre, elle est là sur une source de vie, sauf que, sur une pierre tombale, mais là, c'était sur une source de vie. Et en fait, c'était magique parce que tu te dis, ce village de 200 personnes, il a pu abreuver les bêtes, arroser les plantes, survivre grâce à ce puits qui a été foré en hommage à ton papa. Je sais pas si tu saisis l'ampleur du truc, mais moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand je suis allée. Je me donne envie de pleurer là. C'est super émouvant. Ouais, c'était hyper touchant. Et du coup, ça a motivé d'autres personnes à faire la même chose. Quand j'ai montré ce qu'on avait fait, il y a eu plein de personnes qui ont demandé à forer des puits en hommage à un défunt qu'ils avaient dans leur famille. Moi, je voyais pas le décès à travers un prisme positif. Ouais. Tu vois, c'est vraiment positif en fait. Mais tu te dis, et le pire, c'est tout ce que ça a pu changer dans le village. Parce que là, j'ai une amie, pareil, qui m'a dit, Samia, je voudrais forer un puits en hommage à mon frère qui est décédé à et en fait, je lui ai raconté tout ce que ça avait changé. Je lui ai dit, le puits, il a permis d'arroser les plantes. Donc, ils ont cultivé les champs. Ils ont pu nourrir le bétail avec ça, mais se nourrir aussi et vendre pour pouvoir survivre. En plus, les enfants qui faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau, ils n'avaient plus besoin de les faire. Donc, du coup, ils ont pu aller à l'école en contrepartie. Parce que l'eau était déjà dans le village, tu vois. Donc les enfants ont été scolarisés grâce à ça. En fait, on ne se rend pas compte de tout l'impact qu'il peut y avoir. Même au niveau de l'hygiène, d'avoir un puits dans ton village et aller en chercher à des kilomètres, c'est pas la même chose. Donc du coup, ça a complètement changé la vie de ces 200 personnes. Et quand tu vas sur les terrains et que tu as la chance de voir tout ça, et que tu peux les retranscrire en fait et raconter aux gens qui te suivent, du coup, forcément, ça va avoir un impact. Et c'est ça qui est beau finalement, parce que moi, il y a plein de gens qui me disent « Ah, moi aussi, j'aimerais bien partir avec Life et tout ». Je dis « Mais c'est pas si simple. Moi, pourquoi on a fait appel à moi ? C'est parce qu'il y avait une visibilité derrière. Parce que j'ai cette chance-là d'avoir cultivé ces réseaux et il y a beaucoup de gens qui me suivent. Sur Facebook, je dois avoir 400 000. Sur Instagram, j'ai 100 000. Sur YouTube, j'ai 230 000. Tu vois, quand je vais partager, ça va sensibiliser d'autres personnes à participer à la cause. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes si tu veux partir avec eux ? Qu'est-ce que tu as à proposer ? Si par exemple tu fais des vidéos, tu peux venir parce que ça pourra servir. Mais il faut avoir une utilité, on ne vient pas juste pour venir, tu vois. Moi, mon objectif en y allant, toujours, c'est j'ai essayé de récolter un maximum de sous pour la cagnotte parce que j'ai conscience des réalités du terrain. Et que mon objectif, c'est de mettre le peu de notoriété que j'ai au service de cette ONG qui fait un travail extraordinaire. Est-ce que tu as une anecdote, un peu un truc qui t'a marqué en voyage humanitaire, genre une rencontre, un truc ? J'en ai plein, mais l'une d'entre elles, quand on est allé au Liban, à la frontière syrienne, en fait, on va derrière la dernière frontière du Liban et juste avant la première frontière de la Syrie. Entre les deux, c'est un no man's land. T'as des gens qui ont fui la guerre mais qui ne peuvent pas entrer au Liban parce qu'ils n'ont pas les papiers. Donc là, t'as des tentes avec des milliers de personnes.
Life est allé leur apporter de la nourriture. Donc nous, on est allés, on a eu une autorisation exceptionnelle pour aller sur ce terrain-là. Dans les tentes, je croise une petite fille magnifique. Machallah, elle avait les yeux bleus, elle avait les cheveux blonds, elle était mignonne comme tout. Et en fait, j'apprends que ses parents sont morts dans les bombardements et qu'elle habite avec sa grand-mère sous une tente. Et elle vient me voir et on discute un peu. Et elle me dit, en arabe, elle me dit, est-ce que tu as des enfants? Et je lui dis, non, j'en ai pas. Et elle me dit, avec beaucoup de tristesse, elle me dit, je ferai des prières pour que la prochaine fois que tu viens, tu aies un enfant dans les bras. Et je me suis dit, regarde, la gamine, elle a perdu ses parents. Elle a perdu sa maison. Elle habite dans une tente avec sa grand-mère. Elle a même pas de quoi manger. Et c'est elle qui a de la peine pour moi et mon gros ventre parce que j'ai pas fait d'enfant. Et en fait, c'est des leçons de vie, tu vois. Quand tu vas sur le terrain, quand tu as cette chance-là de découvrir en fait les conditions de vie de ces gens-là, et malgré tout, toute la positivité qu'il peut y avoir, le sourire, la confiance en la vie, tu te dis, mais ici, on est gâtés pourris, en fait. Tu vois, pour moi, on est rassasiés. On passe notre temps à se plaindre et à se trouver des histoires et des problèmes parce qu'on n'a que ça à faire, en fait. Si t'avais faim, wallah, tu serais pas en train de polémiquer. Ouais, est-ce que ça passe? Est-ce que non, parce que moi, je trouve... Non, tu serais en train de chercher comment remplir ton ventre. Et c'est ça qu'on voit. Quand tu vas sur le terrain, c'est ça que tu vois. Et c'est comme une grosse claque en pleine figure. Et tu te rends compte que toutes les futilités pour lesquelles tu te plains, elles en valent pas la peine. Et si je pouvais, je consacrerais ma vie à faire des gros galas pour gagner beaucoup d'argent, pour essayer d'aider un maximum. Parce que ce que j'aime chez Life, c'est leur slogan, voué à disparaître. C'est que leur objectif, c'est de pousser les gens à l'autonomie. C'est pas de leur donner à manger tous les jours. Parce qu'être la main qui donne et avoir toujours la personne qui reçoit, c'est hyper avilissant finalement pour les gens à qui tu donnes. Ce qui est important, c'est de se dire, moi, mon objectif, c'est que toi, demain, tu puisses t'en sortir par toi-même. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que tu aies les outils pour t'en sortir. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes faire de la coiffure? Je vais t'apporter une formation de coiffure. Tu vas apprendre ton métier et tu vas travailler, tu vas gagner des sous en faisant ce que tu aimes faire. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que moi, en allant sur le terrain avec Life, j'ai vu que dans chaque pays, ils sont en partenariat avec des associations locales qui, elles, œuvrent en profondeur. Ils ont appris la couture à des gens, ils leur ont appris la pêche, ils ont apporté des formations informatiques. Vraiment, ils essayent d'aider les populations à devenir autonomes. Même le forage des puits, je ne sais pas si tu sais comment ça se fait, mais ils font d'abord un sondage. Ils vont rencontrer le village en disant, écoutez, nous, on accepte de forer un puits à condition qu'en contrepartie, vous acceptiez de labourer la terre, planter des graines et faire en sorte qu'avec ce que vous allez récolter des champs, vous les vendiez et vous récoltiez de quoi entretenir le puits. Si vous acceptez cette convention-là, s'il y a 2-3 personnes qui se portent responsables dans le village et que vous acceptez ça, on signe et on vous fore un puits. Si vous n'acceptez pas, on va aller chercher d'autres personnes qui sont intéressées. Et les gens s'engagent à le faire. Et donc, moi, quand je suis allée sur le terrain, on allait rencontrer des responsables dans certains villages en disant, voilà, dans la caisse commune, est-ce que vous avez assez d'argent? Comment ça se passe pour l'entretien du puits? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Est-ce que vous avez pu subvenir à vos propres besoins avec ce que vous avez vendu, etc. Et généralement, ça roule très bien parce que le donateur qui va donner 2500 € pour forer un puits, son objectif, c'est que le puits, il tienne le maximum, une centaine d'années. Et ça ne tiendra pas s'il n'y a pas des gens pour l'entretenir. Et Life ne pourra pas se permettre d'aller tout le temps réinjecter de l'argent pour entretenir les puits. Donc je trouve ça magnifique parce qu'on responsabilise les populations. On leur dit, écoutez, voilà, vous acceptez le deal, on le fait. Vous n'acceptez pas, on va aller chercher d'autres personnes. Je trouve que c'est une vision de l'humanitaire très décoloniale, dans la mesure où c'est l'objectif. Je ne suis pas là pour que tu deviennes dépendant de moi. Je suis là pour que tu deviennes indépendant, justement. Mais ça, c'était magnifique. Il y avait aussi, à Madagascar, la reforestation. Quand on est allé pour faire la distribution alimentaire, en même temps, ils plantaient des arbres parce que, en fait, les populations qui habitent dans les collines découpent les arbres pour pouvoir faire cuire leurs aliments. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Life leur a apporté des petits fours en terre cuite qui nécessitent beaucoup moins de brindilles pour pouvoir fonctionner. Du coup, ça évite la déforestation. Et ils leur ont expliqué comment fonctionnent ces fours. Donc on est allé faire la distribution dans les collines, au milieu de nulle part. On a rencontré les gens et on leur a montré comment ça fonctionne. Et en même temps, ils ont fait toute une campagne de reforestation où ils replantent. Parce qu'ils se disent, écoute, replanter, ça suffit pas. Il faut aussi quand même expliquer aux populations locales comment consommer beaucoup moins de bois et éviter de couper les arbres. Parce que les arbres, c'est la vie aussi. Et je trouve ça magnifique, en fait, quand toi, tu as la chance d'aller sur le terrain et de voir de tes propres yeux tout ça. Je dis, mais bien sûr que je participe. Tu comprends?
Non, leur travail est incroyable, vraiment. Et c'est pour ça que tous les ans, je continue à réserver les 2 premières semaines du Ramadan pour partir avec eux sur le terrain. Parce que je me dis, si je peux être utile d'une façon ou d'une autre à faire connaître cette ONG et à faire entrer des fonds à travers les gens qui me suivent et qui ont la même optique de vie que moi, allons-y. C'est quoi ton message d'espoir, Samia? Ce qui serait extraordinaire, ce serait qu'on veuille vraiment pour l'autre ce qu'on veut pour nous-mêmes. Si chacun pense à l'autre, je pense que demain, le monde entier est sauvé. Notre souci, c'est que souvent, on pense à notre propre confort, même dans les artistes, hein, tu vois. Il y en a beaucoup qui se disent, bon, moi, mon objectif, c'est la gloire, la notoriété, le stress, les paillettes et mettre à l'aise ma famille, et puis ça suffit. C'est ça, mon objectif de vie. Si chacun pensait juste au bien commun, et de se dire, voilà ce que j'ai, je le partage avec un maximum de personnes. Parce qu'en vérité, des fois, tu gagnes plus que ce que tu es capable de dépenser en une vie. Donc, calme-toi, chouïa, et partage. Parce que si tout le monde faisait cet effort de partager, on dit même, par exemple, que si les Saoudiens donnaient leur zakat, il n'y aurait plus personne qui mourrait de faim dans le monde. Et en fait, c'est juste ça. Le problème, c'est le partage. Si le jour où l'être humain va comprendre que quand il donne, il ne s'appauvrit pas, mais il s'enrichit davantage, le monde changera. Merci Samia. Merci à toi. Merci pour ta présence. Merci pour cet échange super enrichissant. T'as failli me faire pleurer un moment. Pardon, c'était pas l'objectif. Et on se dit à très bientôt. Merci pour tout et bonne continuation. Merci.